Bon, une petite vidéo. Voilà, dans la réflexion, camarades et citoyens et citoyennes, je voudrais vous parler de ma vision politique. Je suis un communiste républicain. Cela signifie quoi? Cela signifie que je considère que les valeurs de la République sont à consolider dans une lutte anticapitaliste. Que le combat républicain est à mener, le combat républicain démocrate, est à mener dans la même continuité que celui de la lutte des classes. Ce n'est pas en rompant avec le combat républicain que l'on avance dans la lutte des classes. On a besoin d'un État pour établir le socialisme, d'un État qui se base sur des principes du progressisme républicain. Donc la haine de la nation qu'on retrouve typiquement chez les trotskistes, même chez certains marxistes-léninistes d'aujourd'hui, complètement corrompus par le postmodernisme, qu'on retrouve beaucoup plus évidemment chez les anarchistes ou chez les sociodémocrates qui sont en fait aujourd'hui des sociolibéraux, hein, c'est problématique. En fait, l'anti-jacobinisme primaire est problématique. Moi, ce que je propose, c'est d'associer le jacobinisme et le marxisme. D'associer la vision de l'état du jacobinisme, à savoir une démocratie forte, avec une unité juridique de la République, hein, ce qui précède un peu le centralisme démocratique chez Lénine. Hein. Là, c'est plus au niveau de la cohésion interne au parti, mais au niveau d'une république garantissant l'égalité des droits. Euh, cette vision-là, garantir l'égalité des droits, c'est le fait d'avoir la même loi partout sur le territoire. Et typiquement, c'est beaucoup plus évident dans une république unitaire qu'avec une fédération de communes autogérées, de garantir l'égalité des droits. Si les lois sont les mêmes partout, sont les mêmes partout, dans l'ensemble du territoire, il est plus évident que l'égalité des droits sera respectée. Et je poursuis cela avec un combat marxiste, selon moi, ce qu'il faut faire, qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'égalité des droits qui tienne si on ne passe pas par l'égalité réelle, par la sphère de l'économie. C'est là où je suis critique, je peux être critique sur le jacobinisme, c'est que si on n'a pas les structures matérielles, eh bien, au sens de l'économie, notre infrastructure, bon, c'est très joli, mais ça reste de l'esthétique. Le socialisme et le communisme, socialisme, communisme, les courants socialistes, communistes, viennent de là, hein, de critique du fait que bon, le libéralisme, à minima, et plus radicalement le capitalisme, pose problème en termes d'égalité des droits. Typiquement, quand tu es très riche, que tu peux te payer un meilleur avocat, ton égalité des droits, bon, dans les faits, c'est beau, mais dans les faits, il n'y a pas la pratique. Moi, ce que je propose, c'est de lier théorie et pratique. Hein. Donc en fait, je suis sur la superstructure politique, je suis très jacobin. Mais sur l'infrastructure économique, je suis marxiste. Je considère qu'il faut collectiviser les moyens de production. Je considère qu'au-dessus de ça, il faut qu'il y ait une souveraineté nationale. Je considère qu'il doit y avoir une certaine unité dans celle-ci. Unité, mais pas uniformité. Hein. Bien sûr, chaque partie du territoire aura ses compétences spécifiques dans le projet jacobin, a ses compétences spécifiques. Euh, avec la nation, le département,
et la commune. Les régions, je ne suis pas trop pour, hein. Ça correspond aux anciennes provinces, ça n'a aucune réalité matérielle sérieuse, si la culture, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une réalité matérielle concrète, rationnelle. Typiquement, le découpage des départements, il est fait selon des principes de rapport distance-temps. Peut-être que ceux-ci sont, avec les moyens de transport de notre époque, ils ne sont pas les mêmes. Mais c'est pas ce qui compte là. Ce qui compte, c'est le fait qu'il y a une justification matérielle au département par rapport aux régions. Et donc le triptyque jacobin, c'est ce triptyque-là. La nation reconnaît une seule loi. Hein. Ensuite, il y a les compétences qui sont confiées au département et aux villes ou aux communes, au niveau. Voilà. Il y a cette. Voilà. Il y a aussi l'idée d'une démocratie forte. Contrairement aux Girondins qui font exactement l'inverse. Pour eux, il faut une forme d'élitisme local avec un truc ultralibéral. Les Jacobins ont été capables de mettre en place des lois de ventose pour réquisitionner le grain, pour contrôler l'économie, parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des spéculateurs et que ceux-ci étaient contre les intérêts de la nation. Le rapport nation versus internationalisme, nation versus monde. Moi, je suis dans une optique jacobino-marxiste. Je considère que le patriotisme, le nationalisme, c'est pas tout à fait la même chose. Les Jacobins n'étaient pas des ethno-nationalistes. C'était des nationalistes civiques, ce qu'on pourrait appeler des patriotes. Alors oui, il y avait peut-être une certaine xénophobie avec la guerre contre l'Autriche. C'est pour des raisons politiques. C'était contre l'autrichienne, à savoir Marie-Antoinette, et contre les armées autrichiennes, par exemple, ou anglaises, ou des autres pays européens, mais dans un contexte historique particulier. Ensuite, l'internationalisme, c'est pas la destruction des nations, c'est entre les nations, c'est pas contre. L'idée, c'est pas on va faire monter son frontière, parce que le capital s'en frottera les mains, de pouvoir installer des marchés absolument partout à la place des États. En fait, il faut marcher sur ses deux jambes. Il faut se rendre compte que le patriotisme et l'internationalisme, le souverainisme, que le patriotisme et le nationalisme, tout comme le souverainisme et le nationalisme, c'est pas la même chose. Les nationalistes sont un peu trop des romantiques, ou dans certains cas des gens abjects au niveau de la xénophobie, avec l'ethno-nationalisme. Le nationalisme culturel, c'est un peu ridicule. Le patriotisme, en revanche, il y a un affect positif qui est celui du civisme. Et bon, l'Union soviétique, elle avait quand même du patriotisme. La question du souverainisme se pose du coup. Oui, je suis souverainiste. Je veux pas qu'on soit dans ce genre de choses qui sont à la fois contre l'international des travailleurs et contre la patrie jacobine républicaine qu'est la France. À savoir l'Union européenne qui est nocive aux Français et nocive à la classe ouvrière et en général. Il ne faut pas confondre, je disais, internationalisme et mondialisme. Le mondialisme, c'est c'est le cosmopolitisme de la finance, décrit par Marx lui-même, par ailleurs. Alors, les prolétaires, certes, ne doivent pas tomber dans du chauvinisme, mais c'est pas non plus dans une vision de oh, les nations, c'est nos ennemis, il faut pas d'État. Non, non. Sans ça, vous allez vous faire écraser par le capital. Il faut marcher sur ses deux jambes. C'est pour ça que ce que j'appelle, c'est une articulation entre internationalisme, ce à quoi j'appelle, c'est une articulation entre internationalisme et patriotisme contre l'Union européenne et l'OTAN et l'euro, qui sont des instruments au service du capital, qui sont à la fois contre la nation au sens du pays, en fait, au sens des intérêts de celle-ci,
et qui sont aussi contre les intérêts de la classe ouvrière en général. Ces institutions que sont l'Union européenne, l'OTAN, l'euro, c'est au service de l'impérialisme, au service du libéralisme. Quand vous êtes de gauche, vous ne pouvez pas dire « à bas les frontières » sans réflexion. Il faut bâtir l'État-nation. Et ce que je propose en tant que communiste républicain, c'est le triple souverainisme. Le triple souverainisme. Alors, il y a la souveraineté nationale dans laquelle on a pu classer des gens de droitard. Pourtant, c'est assez de gauche que le Frexit, sortir de l'Union européenne qui est une zone de libre-échange, sortir de l'UE, sortir de l'OTAN qui est impérialiste, dans la souveraineté nationale. Une approche de gauche antilibérale, de gauche radicale. Donc sortir souveraineté nationale. Souveraineté populaire, souveraineté populaire, c'est la démocratie. En l'occurrence, je suis favorable à un système de démocratie semi-directe. Je ne pense pas qu'on puisse se passer de représentants parce qu'on a besoin de s'organiser, en fait. Mais je pense que nos représentants doivent pouvoir être révoqués. Qu'il doit pouvoir y avoir des référendums d'initiative citoyenne. Donc souveraineté populaire qui par ailleurs est impossible à cause de l'Union européenne, puisqu'elle impose au Parlement français d'être sa chambre d'enregistrement de ses décisions. Et notre Parlement n'est plus souverain. Et notre monnaie n'est plus souveraine. Un État souverain bat sa propre monnaie. Là, on peut avoir un chantage de la Commission européenne qui ira contre l'intérêt des peuples. Voilà. Donc, souveraineté populaire. Donc ça, c'est assez commun. Souveraineté nationale et souveraineté populaire, c'est ce qu'on trouve en général dans le souverainisme. Là où je suis un souverainiste de gauche, c'est que j'ajoute à ces deux notions de souverainisme. On pourrait considérer aussi que certains souverainistes de droite sont pas trop pour la souveraineté populaire. Bon. À cette souveraineté nationale et cette souveraineté populaire, j'ajoute la souveraineté du travail sur le capital. Être dans un combat de gauche, c'est considérer que le travailleur, que la place du travail sera souveraine face au capital. Soit que le travail sera prédominant face au capital, soit dans mon cas, que le capital, il n'a rien à dire et qu'il doit se taire ou être éjecté complètement. Moi, j'en veux pas du capital. C'est très clair. Souveraineté du travail. Je suis pour l'articulation de souveraineté nationale, souveraineté de l'État-nation, souveraineté populaire, démocratie, suffrage universel, direct, révocable, plus RIC, dans un cadre de démocratie radicale, et de souveraineté du travail. Donc anticapitalisme, en fait. Voilà. Cette articulation-là, c'est ce qui nous permettra de vaincre, en fait. Je suis dans ce souverainisme-là. Je suis un jacobino-marxiste. Tous les petits bourgeois gauchistes qui me disent « Ah, mais normalement, il y a la disparition, dépérissement de l'État, tout ça. » Déjà, c'est une question qui arrivera dans plusieurs siècles, sans doute. Ensuite, il faut s'interroger, comment voulez-vous gouverner une société? Et l'État-nation aura un dépassement historique. Ça, c'est clair. Quand le socialisme sera atteint dans tous les pays. On n'en est pas encore là. Et bon, contrairement aux trotskistes, je ne crois pas à la révolution permanente. Chaque pays devra mener sa révolution, être soutenu par les pays socialistes, qui sont comme en tant que républiques sœurs, comme des républiques sœurs, comme on a pu le faire à la Révolution française, soutenir, même si bon, il y avait quelques petits problèmes. L'idée de soutenir les républiques sœurs, et dans une optique anti-impérialiste, on ne peut pas imposer de l'extérieur une révolution à notre pays. On peut faire une internationale ouvrière, en revanche. Proposer au mouvement ouvrier des différents pays
de s'associer, de lutter contre le capital ensemble. Mais on ne peut pas faire du social impérialisme sous prétexte de révolution permanente. Ça, c'est problématique. Faire ce genre de trotskisme-là, d'erreur trotskiste. Il y a ce problème-là. On ne peut pas faire non plus de l'antibureaucratisme à la Mao ou à la Trotsky, considérant à dire que tout ce qui est étatique, c'est mauvais, mais remplacer ça par une vision du parti dans laquelle on a un leader très charismatique. Bon, voilà, on risque d'avoir des risques de bonapartisme très grands. Si on est dans cette optique de ce méfiance de l'État, on se retrouve avec je ne ressors peut-être pas la classification weberienne des trois formes de pouvoir, hein, traditionnel, légal, charismatique, mais voilà, grosso modo, je préfère le pouvoir légal. Qu'on puisse mettre en place un pouvoir légal plutôt qu'un pouvoir charismatique qui peut dégénérer en secte, pouvoir traditionnel qui est par définition réactionnaire. Je suis matérialiste, donc voilà. En parlant de matérialiste, je suis pour un cadre permettant le matérialisme. Donc en fait, je suis très républicain. Le fait que dans les valeurs de la République, il y a celle de l'universalisme républicain et celle de la laïcité. Je considère que la religion n'a pas à donner son mot en politique. Les religieux, ils peuvent croire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont rien à dire sur le politique. Pas de revendication politique. Il faut rester sur du matériel, sur du concret. Votre Dieu, on l'a jamais vu matériellement. Vous n'avez rien à foutre en politique. Donc voilà, je suis un jacobino marxiste. Je considère que ce qui doit primer, c'est l'intérêt public. Comme on a aujourd'hui une gauche qui fait du lobbying à tout va sur les micro-communautés, sans prendre en compte les questions d'ensemble, je suis un peu tâche. Je suis un peu tâche, je rentre avec mes gros sabots et je dis arrêtez les conneries. Voilà. Ah oui, contrairement aux gros staliniens, je ne suis pas pour le parti unique en disant ah mais la propagande bourgeoise euh, va corrompre le peuple, ce genre de choses. En Union soviétique, la cause, ça a été une des problématiques, ça a été la création de la nomenclatura. Si on a affaire à une nomenclatura corrompue, elle va au bout d'un moment trahir. Le fait qu'il y ait une alternance démocratique, ça permet de faire le tri entre les bons éléments et les mauvais. Et de le faire sans s'éloigner des masses. Parce que le parti, s'il reste dans sa vision comme je suis l'avant-garde, j'ai le droit de diriger, au lieu de diriger, au lieu d'éduquer, il dirige. Le rôle de l'avant-garde, c'est pas de diriger l'État, c'est d'amener le peuple à la révolution ou à la réforme éventuellement. En période pré-révolutionnaire, le parti d'avant-garde, je suis désolé, mais il fait des réformes, il participe aux élections. Lénine lui en parlait lui-même. Donc du coup, il y a ce genre de choses. Ouais. Voilà, et le rôle du parti, s'il se présente aux élections, le parti communiste, eh bien, c'est aussi d'éduquer la population, pas de prendre des décisions à sa place, à ce point-là. Non, non. Enfin, pas du tout. En fait, le parti doit travailler avec les masses. Enfin, c'est Lénine qui disait le parti, c'est un pas devant, pas deux. Le parti, il est là pour éduquer, mais pas pour contraindre les masses. Donc il doit partager son pouvoir avec d'autres partis politiques. Il doit permettre cela. Il doit permettre de pouvoir avoir un débat démocratique et contradictoire, ouvertement, sans quoi on s'enferme dans un sectarisme de partis qui est nuisible. Donc les Mao, les Stal, les ojaïstes éventuels qui puissent rester, voilà, le parti unique, voilà. Bon, cela dit, il y a des trottes qui pourraient être pour le parti unique. Enfin, en fait, le parti unique, le paternalisme de parti pose problème. C'est ce qu'on a reproché à la tradition léniniste à tort. Lénine
gouvernait avec d'autres partis. Le problème, c'est qu'il y a eu des tentatives d'assassinat sur sa personne. Le problème, c'est que les SR, c'était quand même un peu... Bon, les collectivisations, ils en voulaient pas trop, ce genre de choses, les SR, les socialistes révolutionnaires. Il y a le problème de Menshevik qui foutait le boxon, enfin qui agissait en pur girondin, hein, des Mencheviks. Euh, et qui reprochait aux bolcheviks leur jacobinisme. Moi, enfin, il me semble que Trotsky faisait partie des mencheviks à l'époque, quand il reprochait à Lénine son jacobinisme. Avec la théorie de la révolution permanente de Trotsky, bon, si Lénine était bien un jacobin, hein, au final, Trotsky était un risque d'être un peu trop bonapartiste, avec l'aspect de dictature militaire qu'implique la révolution permanente. Forcément, monsieur Trotsky, si ta révolution, elle est permanente, si elle n'a pas de frontières, tu risques d'être un état de guerre permanent, puisque une révolution, c'est quand même une guerre populaire, mais c'est quand même une guerre. Tu risques de te retrouver avec un leader à la tête d'une armée, et ce leader devant prendre de plus en plus de pouvoir. On a des risques de césarisme, de bonapartisme. Voilà, donc on peut critiquer Staline sur sa bureaucratie, enfin, je n'aime pas trop le terme bureaucratie, mais sur l'importance du parti, mais sur sa vision complètement pétée de l'internationalisme, euh, qui implique au final soit l'anarchie, soit la dictature militaire de Trotsky, ça ne fonctionne pas trop, hein. J'ai rien contre certains trotskistes, typiquement lutte ouvrière, qui, eux, bon, sont pas trop dans les lire post-mo parce qu'ils sont restés sur une vision très ouvriériste. Mais bon, leur analyse économique, c'est comme si on était au 19e siècle, hein, pour faire simple. Oui, ils ont aussi des délires avec vision eurocommuniste, en fait. Bon, eurocommuniste, pas au sens du PCF, mais l'Europe, ça va dire les États-Unis socialistes d'Europe. Oh, putain, le fédéralisme. Le fédéralisme, quel problème. Ne pas se rendre compte des problèmes de l'Union européenne. Ne pas se rendre compte de l'euro-atlantisme, du problème de l'euro comme monnaie. Et se dire marxiste, ou se dire de gauche, c'est problématique. On a aujourd'hui une gauche qui est complètement social-libérale, qui se distingue à peine de Macron. Ou dans certains cas, si on prend certaines personnes qui se prétendent de gauche, on a même des individus qui sont ultra conservateurs, ultra réac, et qui se disent ultra progressistes. Bon, voilà, enfin, coucou Auria. Euh, euh, eh bien, on a aujourd'hui ce problème-là. Donc, on a le problème du gauchisme, de l'européisme, d'une social-démocratie très opportuniste, aussi libérale, enfin, même pas social-démocrate, social-libérale. On a le problème du spontanisme avec les anards, voilà, du fédéralisme, la déconstruction de la raison avec le postmodernisme, et ça, c'est inquiétant. On a une gauche en pleine déliquescence. On a une extrême gauche et une gauche radicale qui se distinguent à peine du centre-gauche, hein, au final, en termes de mollesse, en termes de perméabilité aux idées des réactionnaires, des libéraux. Ça pose problème. Il faudra reconstruire à un moment donné. Et ce que je propose, moi, c'est de reprendre un certain nombre de choses présentes chez les figures de Robespierre, de Marx, de Jaurès, de Lénine et de Kluskar. Donc, pour faire simple, du coup, le jacobinisme de Robespierre, il y a vraiment une volonté de souveraineté populaire contre la souveraineté de l'oligarchie, qu'on trouve dans la République, une République unie indivisible. Bon, ça c'est Georges Couthon, mais il y a l'idée de vertu civique, du patriote, c'est-à-dire du républicain à l'époque. Il y a cette question-là d'une démocratie forte. Chez Marx, évidemment, il y a une critique économique du capitalisme,
de l'aliénation, y compris religieuse, que certains rejetteraient aujourd'hui et qui se réclament pourtant de Marx. Chez Jaurès, il y a vraiment cette volonté de lier le combat social et républicain, socialiste et républicain. Ça, c'est intéressant. Chez Lénine, il y a cette critique du gauchisme, c'est-à-dire de l'opportunisme et du spontanéisme. Il y a la critique de l'impérialisme. Il y a la notion de parti d'avant-garde. Ce sont des notions fondamentales. Et chez Kluskar, il y a l'analyse des mutations du capitalisme. Le capitalisme à la papa, le capitalisme de production, c'est fini ça. Le capitalisme de production, c'est fini. C'est le capitalisme financier mondialisé, c'est aujourd'hui. Et sans compter une approche de la transgression qui se dit de gauche, mais qui au final, sur le plan du marché, est de droite. De gauche, entre guillemets, sur le plan des mœurs, et de droite sur le plan du marché. Ça pose problème, ça. La question liée aussi mode de production, mode de consommation, chez Kluskar, qui est intéressante. La question, la critique même du concept de société de consommation chez Kluskar. Pour Kluskar, la société de consommation n'existe pas. C'est une mascarade de faire croire que nous existons dans une société de consommation. En fait, s'il existait une société de consommation, puisque Kluskar classifie les différents types de biens, biens d'équipement, pour lier à la vie quotidienne, au travail, les loisirs, etc. Comme des, voilà, de façon plus nuancée que biens de consommation, biens essentiels. Voilà, avec les biens d'équipement, par exemple l'aspirateur ou ce genre de choses. Et Kluskar dit très clairement qu'en fait, très clairement, pour Kluskar, d'un point de vue kluskardien, elle n'existe pas, la société de consommation. On n'est pas dans le socialisme ou dans le communisme. Dans le communisme, on pourrait consommer librement parce qu'il n'y aurait pas de monnaie. Mais pour ça, qu'il n'y ait pas de monnaie, il faut qu'il y ait un accroissement des forces productives qui soit énorme. C'est-à-dire que on peut très bien envisager avec des technologies très évoluées, typiquement tout ce qui se fait dans le domaine de l'automatisation, de l'informatique, des nanotechnologies, et dans le domaine de l'énergie avec le nucléaire, ce genre de choses, on puisse un jour s'émanciper des contraintes liées au travail. Encore que, il y a des travails qui sont typiquement pas faits pour une machine. Je parle d'enseigner à des enfants, par exemple. Je n'imagine pas une classe tenue par une machine, tout comme par une ou un prof, une maîtresse d'école ou un maître d'école. Je pense pas qu'ils puissent être remplacés. Bon, au Japon, ils le font, mais bon, je suis pas sûr des conséquences pour un enfant que d'être élevé, que d'être éduqué, instruit par une machine. Bon. Quand même un élément humain dans l'acte d'éduquer l'enfant. Voilà. Pareil, je ne sais pas si on aura des machines un jour qui feront office de médecin aussi bien qu'un médecin. C'est quand même assez délicat, le domaine du corps. Ce genre de choses, que le domaine de l'humain, est-ce qu'on peut le confier à une machine? C'est quand même un travail, donc la question du travail est à approfondir. Donc pour résumer, je suis un communiste républicain, essentiellement jacobino-marxiste. Je m'appuie sur l'analyse de Marx, de Robespierre, Marx, Jaurès, Lénine et de Michel Kluskar. Ce qui fait que, bon, cette perspective qui aurait toutes les chances d'aboutir à un projet politique sérieux, bon, aujourd'hui, il y a un peu lettre morte. Mais c'est au peuple, aux gens de pouvoir un jour construire un parti
qui puissent s'établir sur ce genre de réflexion. Il faut encore travailler dans ce sens-là. Il y a beaucoup de boulot dans cette affaire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, camarades et citoyens, citoyennes. Raison égalité, nous vaincrons. La patrie ou la mort, le socialisme international.